Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Nicolas Dose, le sommet de Bruxelles a commencé à livrer ses premières conclusions. Qu'est-ce qu'il y a de plus important à 6h28 de ce qui a été décidé cette nuit? La première pierre de l'Union bancaire européenne. C'est essentiel. Les Européens sont en train tout simplement de pondre l'arsenal qui doit mettre fin à l'incroyable stress bancaire que nous vivons depuis des mois et notamment actuellement en Espagne. C'est quoi, Nicolas Dose, cette arme anti-crise bancaire? L'arme anti-crise bancaire, c'est le nouveau mécanisme financier que la zone euro va créer le mois prochain. Ce mécanisme va succéder au fonds de secours qu'on a mis en place il y a 2 ans pour répondre à la crise grecque. Mais il a des statuts et un mode de fonctionnement très différent. Alors je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique. Il aura le pouvoir légalement de renflouer les banques en difficulté. Ce que ne peuvent faire aujourd'hui ni le fonds de secours dont j'ai parlé, ni la BCE. Parallèlement, les dirigeants se sont mis d'accord sur la naissance d'une nouvelle autorité. Il s'agira en fait d'une autorité européenne de contrôle des banques, mais elle aura un pouvoir coercitif, ce que n'avait pas l'ancienne autorité. Enfin, cette union bancaire doit aussi s'accompagner d'une garantie européenne des dépôts bancaires. C'est véritablement un pas vers plus d'Europe. Il faudra un consensus européen ou au moins une majorité pour faire bouger le système, notamment en ce qui concerne les paradis fiscaux. Nous retrouvons notre correspondant François Bodonnet en direct de Bruxelles. François, bonjour. Comment réagissent les principaux leaders politiques européens à la déclaration de François Hollande? Alors pour l'instant, Élise, pas encore de réaction officielle, mais la grande fermeté française va aider à la fois les institutions européennes, ici à Bruxelles, mais aussi les autres grandes capitales, Berlin, Londres, Rome, Madrid. Avec la France, ces 4 pays ont signé hier une lettre commune pour demander justement une action rapide. Alors pourquoi cela bloqué jusqu'à présent? Eh bien parce que l'Autriche et le Luxembourg, 2 pays de la zone euro, ont refusé catégoriquement l'échange automatique d'informations. Ces 2 pays ont en effet bâti leur économie sur le secret bancaire. Un ancien ministre du Luxembourg, très en colère, me disait ce matin même, quelqu'un qui met de l'argent en France est appelé un investisseur, alors que si c'est chez nous, on dit que c'est un terroriste. Alors cette position intraitable est en train de changer. Le Grand-Duché vient d'annoncer que dans 2 ans, il acceptera l'échange d'informations bancaires. On a donc le sentiment que le secret bancaire en Europe a vécu. Mais attention, il faudra cette fois que tous les responsables européens aient le courage d'aller jusqu'au bout. François Bodonnet en direct de Bruxelles. Merci à vous, François. François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement et à travers lui, tous les Français. C'est une faute impardonnable. C'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables. Détenir, sans le déclarer, un compte à l'étranger. Donc toute la lumière sera faite. Et c'est la justice qui poursuivra son travail jusqu'au bout et en toute indépendance. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, autre que celle de la présomption d'innocence. Et il a quitté le gouvernement à ma demande dès l'ouverture d'une information judiciaire. C'est un choc ce qui vient de se produire, parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine. Je suis donc amené à prendre 3 décisions qui vont dans le sens des engagements que j'avais pris devant les Français.
D'abord, renforcer l'indépendance de la justice. C'est le sens de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme sera votée au Parlement dès cet été. Elle donnera aux magistrats les moyens d'agir en toute liberté, en toute indépendance contre tous les pouvoirs. Ensuite, lutter de manière impitoyable contre les conflits entre les intérêts publics et les intérêts privés et assurer la publication et le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires. Le gouvernement, là encore, soumettra au Parlement dans les semaines qui viennent un projet de loi dans cette direction. Enfin, les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public. La République, c'est notre bien le plus précieux. Elle est fondée sur la vertu, l'honnêteté, l'honneur. La défaillance d'un homme doit nous rendre encore plus exigeants, plus intransigeants. Et je le serai, parce que je sais ce que ça représente pour les Français, cette blessure. L'exemplarité des responsables publics sera totale. C'est mon engagement, je n'en dévierai pas, et les Français doivent en être certains. Oui. Excellent. L'enquête a piétiné, mais Éric Woerth est finalement bel et bien rattrapé par la justice. Il sera auditionné ce mercredi à Bordeaux en vue d'une mise en examen pour financement illégal de partis politiques et abus de faiblesse. Éric Woerth est un homme honnête. Oh, super menteur! Super menteur, mais vous avez quelque chose à voir dans cette affaire? Non, je viens vous présenter mon remplaçant. Oh, encore super menteur! Marrant me rappelle quelqu'un. Pourquoi il y a un P sur mon costume? Bah, c'est pour petit. Tu es super petit menteur. Tu es obligé de le préciser? Bah, c'est pour nous différencier. Super petit menteur, uniquement pour ça. Mais tu pourras faire de gros mensonges, hein, ne t'inquiète pas. Et j'ai des super pouvoirs à part le mensonge? Oui, je t'ai fait fabriquer des super talonnettes. T'auras dû les mettre d'ailleurs. Hein. Mais je les ai mises, hein. Ah la vache! C'est un homme compétent. C'est un homme qui a toute ma confiance et toute celle du Premier ministre. J'avais bien réfléchi avant de lui confier ses responsabilités, très lourdes. Il sera donc le ministre qui défendra cette réforme si nécessaire des retraites, selon le calendrier qui était prévu. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, j'aurai aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État. Je le ferai réformer. De façon à ce que si des actes antérieurs à ma prise de fonction venaient à être contestés, je puisse, dans certaines conditions, me rendre à la convocation de tel ou tel magistrat ou m'expliquer devant un certain nombre d'instances. Moi, président de la République, je constituerai un gouvernement qui sera paritaire, autant de femmes que d'hommes. Mercredi 19h30, après une longue journée d'attente, le nouveau secrétaire général de l'Élysée, Pierre-René Lemas, apparaît sur le perron pour annoncer la composition du nouveau gouvernement. Comme François Hollande l'avait promis lors de sa campagne, la parité est respectée avec 17 femmes sur 34 ministres. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats, et que nous puissions avoir régulièrement une discussion pour savoir ce qui relève de la loi, ce qui relève de la négociation.
Un commencement, c'est ainsi que François Hollande, le président français, a qualifié la conférence sociale qu'il a convoquée ce lundi à Paris avec les partenaires sociaux, patronat et syndicats. 2 jours de dialogue social avec l'emploi en ligne de mire et la mise en place d'une promesse du candidat Hollande à la présidentielle, le contrat de génération. Les représentants des patrons et des salariés français sont toujours en négociation vendredi sur une des réformes les plus importantes du quinquennat de François Hollande, celle du marché du travail. Le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de s'entendre sur une réglementation qui assurerait une plus grande flexibilité du travail et plus de sécurité aux salariés dans leur emploi. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Dans sa déclaration depuis l'Élysée, il a ajouté que l'opération militaire durerait le temps nécessaire. L'armée malienne a lancé une offensive ce vendredi pour reprendre la ville de Konna au centre du pays, tombée aux mains des islamistes qui menacent de poursuivre leur avancée jusqu'à Bamako. Et avant de partir pour Bamako, François Hollande s'est exprimé il y a quelques minutes. Le président a félicité les troupes françaises, a confirmé qu'elles n'avaient pas vocation à rester au Mali. Je vous propose de l'écouter. Les autorités maliennes, et c'est leur responsabilité, veulent retrouver l'intégrité territoriale qui à un moment leur a été ôtée. Et donc nous serons à leur côté pour, plus au nord, finir cette opération. Mais nous n'avons pas vocation à rester, puisque nos amis africains vont pouvoir faire le travail qui a été le nôtre jusque-là. Une séquence recueillement à la mosquée et devant les mausolées qui avaient été détruits, et puis une séquence liesse avec ce bain de foule que s'est offert la délégation française, où on a vu un François Hollande très à l'aise, très souriant, et vous l'avez vu, un Laurent Fabius extrêmement ému qui n'arrivait pas à parler et qui nous a simplement glissé: nous avons pris la bonne décision. La délégation française et le président, qui sont actuellement toujours sur le tarmac ici à Tombouctou, ils vont s'envoler dans les minutes qui viennent pour Bamako. Bamako, où après la page émotion ce matin, c'est une page plus politique qui va s'ouvrir, vous l'avez dit, avec un message que le président français veut faire passer à ses homologues africains. La France n'a pas vocation à rester longtemps sur les territoires maliens, elle va progressivement se désengager et il faudra que les forces africaines prennent le relais dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Suffrage exprimé 566. Non, pardon. Vous voyez l'émotion matin, moi aussi. Votant 566. Suffrage exprimé 556. Majorité absolue 279. Pour 331, contre 225. Après 136 heures et 46 minutes. S'il vous plaît. Mes chers collègues, après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.